Bon, pour terminer cette matinée, on va vous parler d'une dernière forme d'énergie. Bien sûr, le tableau n'est pas exhaustif, il y en a encore d'autres. On n'a pas parlé de la biomasse, et c'est dommage. On va parler d'une énergie que tous les surfeurs connaissent bien quand ils se lèvent sur leur planche et qui sont propulsés vers la plage, c'est de l'énergie. Voilà. Et donc cette énergie, on peut en faire quelque chose. Ça doit être compliqué, je ne sais pas comment ça se passe, mais Olivier Barrière, qui est consultant en énergie renouvelable, et particulièrement sur l'énergie marémotrice, va nous expliquer ça dans le détail. Après quoi, on pourra débattre un petit peu ensemble. Je tiens à préciser, pendant que tout le monde est là, que si cet événement a lieu, c'est parce qu'il y a pas mal de volontaires et que la meilleure façon de nous aider, ce serait de casser la croûte ensemble. On va essayer. Olivier, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier Barrière, j'ai précisé une petite chose, j'ai été invité aujourd'hui parce que j'ai travaillé plus spécialement sur les questions marines et littorales ces dernières années. Je ne suis pas un spécialiste des énergies renouvelables. Je vais vous parler donc aujourd'hui des énergies marines renouvelables. Donc c'est un concept qui n'est pas si nouveau. Effectivement, aujourd'hui, avec un certain nombre de pressions, et notamment climatiques et autres, dont on a pu parler jusqu'à maintenant, la question des énergies marines renouvelables est remise au goût du jour. Mais déjà au Moyen-Âge, on a retrouvé les traces de ce qu'on appelait les moulins à marée, qui fonctionnaient sur le principe des moulins à vent et qui ont été mis en œuvre notamment en rade de Brest. Un peu plus tard, en 1886, on retrouve là aussi des écrits, notamment de l'abbé Le Dantec, qui avait créé ce qu'il a appelé le moteur à vagues. Tout simplement, il transformait l'énergie de l'oscillation des vagues en énergie de rotation, avec un système de flotteurs et de contrepoids. Et puis, plus récemment, dans les années 50, les chercheurs, et notamment aux États-Unis, se sont intéressés à la question de la biomasse. Le principe est le même que la biomasse terrestre. Là, il s'agit, et j'en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure, d'utiliser les micro-algues marines pour produire différentes sources d'énergie ou de chaleur. Et puis, cette université a créé en 2004 une société qui s'appelle Green Fuel et qui produit des bioréacteurs. Donc, les bioréacteurs sont en quelque sorte des tubes dans lesquels on fait croître des algues marines qui vont permettre la production notamment de carburants, de biocarburants. Donc plus récemment, et on revient en France, dans les années 66, entre 61 et 66, a été construite une usine marémotrice. Là, l'objectif est d'utiliser l'énergie des marées. La France est pionnière et leader dans le monde à travers le développement de cette énergie. Un peu plus tard encore, dans les années 70 à 73, le premier choc pétrolier. Là, les énergies marines renouvelables reviennent au goût du jour et notamment une université à Hawaï a décidé de développer l'énergie thermique des mers. Le concept n'était pas nouveau là non plus, il avait été développé par un ingénieur français en 1928 qui s'appelait Georges Claude, qui avait commencé lui aussi à développer des expérimentations pour y tirer de l'énergie des différences de température entre la surface et le fond, mais je détaillerai le principe un peu plus tard. Et puis fin XXe siècle sont apparues d'autres nouvelles technologies, notamment l'hydrolienne, l'énergie osmotique. Voilà. Je vais vous présenter tout ça donc, au cours de ma présentation. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que le concept n'est pas nouveau. Il existe déjà donc, depuis le Moyen-Âge, mais malheureusement, aujourd'hui, on en est pour beaucoup des technologies au stade expérimental, comme nous allons pouvoir le voir. J'ai mis quelques rappels, et notamment concernant la France. La France dispose d'un potentiel énorme en termes d'énergie marine renouvelable, que ce soit sur ses littoraux atlantiques ou méditerranéens, mais également sur ses territoires ultramarins. Elle dispose d'une aire marine de 11 millions de kilomètres carrés. Et finalement, entre son potentiel métropolitain et ultramarin, aujourd'hui, la France peut toucher du doigt à peu près l'ensemble des technologies qui permettent d'exploiter les différentes sources d'énergie marine renouvelable. Donc quelques chiffres étaient rapidement, mais l'Union européenne s'est fixée à l'horizon de 2020 de produire 20% d'énergie renouvelable dans son bouquet énergétique. La France a décidé d'aller plus loin, puisqu'à travers le Grenelle de l'environnement, elle propose d'aller au-delà et donc à 23%.
Un groupe de travail, un COMOP, un comité opérationnel du Gromel aussi, a proposé, afin d'accentuer l'indépendance énergétique des collectivités d'outre-mer, de produire sur ces territoires 50% d'énergie renouvelable. Comme je vais donner quelques chiffres, on va parler beaucoup de potentiel. Les chiffres ne sont pas forcément parlants. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en France, et là je parle d'énergie électrique, en 2011, la France a consommé 478 TWh donc d'énergie électrique. Donc pour préciser un peu les choses, parce que c'est des données qui ne sont pas forcément très parlantes, un réacteur nucléaire d'une puissance de 900 MW fonctionnant 7000 heures dans l'année produirait 6,3 TWh. Donc voilà. Donc quelles sont ces sources d'énergie? Elles sont multiples. Il y a évidemment le vent, qui peut permettre de produire l'électricité, les mouvements. Donc par mouvement, on entend la houle, les oscillations, mais aussi les marées et les courants marins, qui eux aussi permettent de produire de l'électricité. Il y a également la température, mais quand on parle de température, c'est de gradient de température, de différence de température qu'on va exploiter, différence de température entre les eaux de surface et les eaux profondes. Cette température, ces gradients de température donc, qui donnent naissance aux énergies thermiques des mers permettent de produire aussi de la chaleur et du froid, et notamment de la climatisation. Au-delà de la production d'énergie, il y a la biomasse marine, donc là le principe est très similaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la biomasse terrestre, qui permet de produire de l'électricité, de la chaleur, mais aussi des biocarburants. Et pour terminer, une technologie qui est là aussi assez récente, qui est la pression osmotique, qui va permettre d'exploiter les gradients de salinité. Donc finalement, avec toutes ces sources d'énergie, on a développé différentes technologies qui sont à des avancées plus ou moins matures. Donc la première, l'énergie du vent, qui est très similaire à l'éolien. L'éolien terrestre et l'éolien offshore sont quasiment les mêmes technologies. Les énergies hydroliennes, là aussi, très proches de l'éolien, mais là on va exploiter les courants marins. L'énergie holomotrice, donc c'est les vagues, l'ondulation de l'énergie qui produit l'ondulation de la mer qui va être exploitée. L'énergie marémotrice, l'ETM, l'énergie thermique des mers, où on exploite les différences de température, la biomasse marine, et pour terminer, l'énergie osmotique. Donc l'énergie du vent, elle, bénéficie du recherche et du développement et de toutes les avancées qui ont été faites sur l'éolien terrestre. De ce fait, c'est l'énergie qui est la plus mature et la plus développée dans le monde, qui est aujourd'hui à un stade commercial, contrairement aux autres technologies, de ce que nous allons voir tout à l'heure. Le potentiel est de l'ordre de 313 terawatts par an au niveau de l'Europe. Une petite précision qui a son importance, ce potentiel-là est estimé pour des infrastructures à moins de 20 km des côtes et à moins de 20 mètres de profondeur. J'avais mis une carte qui est absolument pas lisible. C'était pour une carte qui est tirée de OSPAR, de la convention OSPAR, qui exprime un peu les développements des fermes éoliennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte date à peu près de 2010 et qu'à cette époque-là, en mer du Nord notamment, on avait à peu près 800 turbines, 800 éoliennes en place sur une superficie de plus de 500 km². Donc, pourquoi 20 km des côtes et 20 mètres de profondeur Pourquoi en tout cas cette donnée est importante? Parce que ce potentiel en fait est sous-estimé. On peut exploiter beaucoup plus largement cette énergie-là en allant au loin, mais ça va nécessiter un développement de technologies qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement au point, et notamment des barges flottantes qui vont permettre d'installer des fermes et d'éoliennes, mais vraiment au large. Au-delà de ces 20 km, évidemment, les développements technologiques pour notamment ancrer et acheminer l'électricité, aujourd'hui, ne sont pas complètement au point, mais ce potentiel existe et nous allons vers là. Ensuite, je vous parlais de l'usine de la Rance en ce qui concerne les énergies marémotrices. Le principe est très simple. Il ressemble beaucoup, il est très proche de l'exploitation de l'énergie hydraulique, des centrales hydroélectriques. On va tout simplement exploiter le flux et le reflux de la mer à travers des turbines, c'est-à-dire qu'une retenue
va se remplir ou se vider et l'eau va passer à travers ces turbines et produire de l'énergie. Bon, les contraintes sont différentes évidemment. On a des transports de sédiments qui sont conséquents et il se flue et se reflue, qui fait qu'on est obligé de concevoir des turbines qui fonctionnent dans les deux sens. En tout cas, cette énergie cette usine, cette énergie est très mature, mais elle est fait face à des soucis de développement, notamment liés à son coût. C'est des infrastructures qui sont extrêmement lourdes et très conséquentes et qui ont un coût, qui freinent leur développement. Et au-delà du coût de cette infrastructure, c'est l'impact environnemental. Là aussi, du fait de la taille de l'infrastructure, les impacts sont très conséquents et rendent difficile le développement à grande échelle de ces technologies. Lors de l'installation, il va falloir mettre à sec la zone, ce qui n'est pas sans conséquence pour la faune et la flore, et évidemment la perturbation des régimes hydrauliques qui là aussi vont entraîner des perturbations des écosystèmes, notamment estuariens, puisqu'on se situe souvent en zone estuarienne, et donc des conséquences très larges, très importantes. Donc des projets de développement sont en cours pour s'affranchir de ces zones littorales et pour aller développer des lagons au large. Malheureusement, là aussi, ce sont des infrastructures très larges. Bon, le principe restera le même, hein, on crée des lagons artificiels au large, mais les structures sont à peu près de la même taille et des mêmes ordres de grandeur financière, voire aussi élevés. Donc voilà, c'est l'énergie dont on connaît le fonctionnement, qu'on sait utiliser, qu'on sait exploiter, mais qu'il est difficile d'exporter à grande échelle aujourd'hui du fait de ses coûts et de ses conséquences environnementales. Cela dit, il y a des projets qui sont en cours, notamment en Corée du Sud et en Grande-Bretagne. L'énergie des courants, tout simplement, là, elle se situe dans des zones très spécifiques, les caps, les détroits, les goulets, où on va pouvoir exploiter l'énergie des courants. En France, un certain nombre de sites ont été identifiés en Bretagne notamment, mais également sur nos territoires ultramarins, pardon, je vais y arriver. Donc une technologie qui a bénéficié déjà du principe de l'éolien, hein. On est sur des principes assez similaires. L'avantage de l'hydrolien, c'est que la densité de l'eau n'étant pas la même que celle de l'air, l'eau étant beaucoup plus dense, pour des rendements similaires à l'éolien, on peut développer des structures qui sont beaucoup plus réduites et moins grandes qu'une éolienne classique. Donc là, le potentiel est assez conséquent, entre 15 et 35 TWh par an en Europe. La France, pour l'hydrolien d'ailleurs, tout comme l'éolien offshore, dispose du second potentiel européen, après la Grande-Bretagne. Une des difficultés dans le développement de ces technologies, ça va être la résistance aux conditions extrêmes. Ces technologies-là, ces hydroliennes sont immergées, doivent faire face à la corrosion, au dépôt et au développement d'algues et d'organismes encroûtants qui vont conduire à des opérations d'entretien et de maintenance à des profondeurs conséquentes et donc des coûts très élevés. Et aujourd'hui, ces coûts d'installation et de maintenance freinent le développement de ces technologies. Ensuite, l'énergie de la houle. Donc là, il existe environ 1 millier de brevets dans le monde qui ont été déposés, mais qui se classent en 3 grandes catégories de techniques. La première s'appelle la colonne d'eau oscillante. Le principe, c'est qu'avec l'oscillation de l'eau dans un système, la compression de l'air dans cette même colonne-là va être transformée en énergie. C'est une technologie assez développée aujourd'hui au stade pré-commercial. Plus connu, les systèmes par flotteur. Donc c'est le serpent rouge là qu'on voit dans la photo du milieu. C'est le projet Pellamy, c'est un projet écossais qui a été implanté au large des côtes portugaises. Donc c'est une infrastructure qui fait à peu près 170 mètres de long et par oscillation des flotteurs va transformer cette oscillation en énergie. Une des problématiques avec cette technologie, c'est que pour s'affranchir des contraintes liées notamment à l'utilisation de l'espace marin, j'en parlerai dans ma conclusion, une des grandes difficultés aussi, un des grands enjeux majeurs dans le développement des énergies marines, c'est comment on va arriver à concilier les usages, puisqu'aujourd'hui la mer et le littoral est exploité par différents usages, que ce soit le transport maritime, que ce soit la pêche, que ce soit l'extraction gazière ou pétrolière. En tout cas, voilà tout un tas d'usages qui sont obligés aujourd'hui de se partager l'espace. Donc évidemment, l'intérêt pour ces technologies-là, c'est de s'éloigner des côtes
Mais reste évidemment la problématique du stockage et de l'acheminement de l'énergie. Pour vous donner une ordre d'idée, 1 km de câble sous-marin coûte à peu près 500 000 euros. Et aujourd'hui, la maturité en termes de stockage n'est pas suffisante pour pouvoir espérer, dans un avenir très proche, pouvoir développer ces technologies très au large. Et une dernière technologie qui s'appelle système à déferlement. On va créer des bacs flottants. Les vagues vont déferler et vont remplir ce bac qui va se vider l'eau passant à travers des turbines et évidemment ces turbines produisant de l'énergie. Donc très rapidement, puisque je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, l'énergie thermique des mers. Donc je vous le disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'exploiter le gradient de température, la différence de température entre les eaux de surface et les eaux de profondeur à plusieurs kilomètres. Pour que cette énergie soit efficace, cette technologie soit efficace, il faut qu'il y ait à peu près 20 degrés de différence entre les eaux de surface et les eaux de profonde, ce qui implique que cette technologie est essentiellement développée dans les zones intertropicales. Donc là, des atouts pour la France avec ses territoires ultramarins et des projets de développement en Polynésie, notamment à La Réunion ou en Martinique. Un des intérêts aussi de cette technologie, c'est de pouvoir climatiser l'air. Au-delà de la production d'énergie, en allant chercher de l'eau froide par un système de pompe à chaleur très classique, on va pouvoir refroidir l'air ambiant ou en puisant de l'eau de surface, réchauffer l'air ambiant. Cette technologie pose un certain nombre de problèmes et aujourd'hui est difficile à développer, tout simplement pour la raison pour laquelle en fait, les zones de production d'énergie sont souvent très éloignées des zones de consommation. Et là, on en revient encore aujourd'hui à cette question du stockage. À partir du moment où on pourra stocker de façon fiable l'énergie, on pourra développer à grande échelle ces technologies-là. Et aussi des questions environnementales. On a parlé de climat tout à l'heure. L'idée, c'est donc d'aller chercher des eaux profondes, froides, eaux qui sont qui sont très chargées en CO2. Je vais pas expliquer encore ici le fonctionnement des courants et des grandes pompes océaniques, mais une partie du CO2 qui est capté par l'océan et envoyé dans les zones profondes. Avec ces technologies-là, on va faire remonter ces eaux profondes qui sont chargées en CO2 et donc avec des risques aussi sur le fonctionnement du climat. Ce sont des eaux aussi qui sont chargées en nutriments et lorsqu'on va les rejeter dans le milieu, là aussi peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes. Et évidemment, en puisant de l'eau froide et en relarguant en haut, on peut changer aussi la dynamique et la stratification de température des masses océaniques et là aussi des conséquences qui peuvent être importantes sur le milieu marin. En tout cas, c'est une technologie qui est à son stade de développement qui est aujourd'hui peu développé, si ce n'est pour la climatisation. Pour terminer, l'énergie osmotique, elle vise à exploiter les gradients de salinité, c'est-à-dire les différences de salinité entre les eaux douces et les eaux littorales. Donc c'est des usines qui sont en général placées sur des zones estuariennes. Donc en général, il n'y en a pas beaucoup. Le premier projet, il y a 2 pays pionniers dans cette technologie. La Norvège, qui travaille sur la technique de l'osmose, et les Pays-Bas sur l'électrolyse inversée. Donc la technique de l'osmose, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? On va séparer 2 bacs, un avec de l'eau de mer, un avec de l'eau douce, et de façon physique et naturelle, l'eau douce va migrer vers le bac d'eau de mer pour équilibrer les pressions en sel, qui va provoquer une surpression dans le bac rempli d'eau de mer. Bon, tout ça est un peu caricatural, mais schématique, mais que vous comprenez bien le principe. Et cette surpression va être transformée en énergie. Donc c'est une technologie qui est aujourd'hui très peu mature, dont les rendements aujourd'hui sont peu élevés par rapport au coût de développement. Aujourd'hui, il faudrait une vraie rupture technologique pour rendre cette technologie rentable, que ce soit à travers le développement de nanotechnologies ou d'électro-osmose. Voilà. Les coûts de production, de recherche aujourd'hui ne sont pas suffisamment rentables pour espérer à court terme un développement en masse de cette technologie. La biomasse marine, donc là je ne vais pas m'étendre très longtemps sur la question, tout le monde connaît le principe, c'est le même principe que sur la biomasse terrestre. À partir d'organismes marins, de microalgues notamment, on va produire des agrocarburants, je vais y arriver, ou algocarburants,
ou des biocarburants encore. L'intérêt de la biomasse marine, c'est que les rendements sont bien supérieurs, les rendements des algues sont bien supérieurs à ceux des végétaux terrestres. Donc quand on parle de rendement, c'est production de lipides et de sucre notamment, hein, qui vont permettre la production d'éthanol ou de biocarburants. Des questionnements et des développements aussi. On s'oriente d'une part vers des développements en industrie en milieu fermé, mais aujourd'hui il y a des projets d'expérimentation sur des milieux in situ, notamment des lagunes, où on va faire croître un certain nombre d'espèces marines. Aujourd'hui, la sélection de ces espèces est encore en cours. Il faut trouver des espèces qui soient pas trop sensibles à la lumière, ce qui est beaucoup le cas des espèces marines, qui supportent bien aussi les variations de température et de luminosité jour-nuit, et de température jour-nuit et de saisonnalité. Voilà, aujourd'hui des projets expérimentaux dans ce domaine-là, mais pas une exploitation encore à très grande échelle. Donc pour conclure, j'ai passé ce tableau, pour conclure, 3 grands enjeux technologiques et économiques. Aujourd'hui, beaucoup de questions et d'incertitudes sur les marchés. On est incapable de dire quelle va être la technologie de fil et les rendements industriels de référence sur le marché. Des questionnements également sur les coûts, notamment les coûts de l'expérimentation et du recherche et développement qui freinent le développement de ces énergies, de ces technologies. Un problème aussi sur le réseau, puisque les réseaux électriques est très peu adapté au développement au transport de l'énergie produite par les énergies marines renouvelables. L'adaptation de ces réseaux peut prendre encore quelques décennies. Des incertitudes sur les développements technologiques, là très rapidement, mais c'est tout simplement la problématique d'un milieu marin exigeant et très agressif. Il faut arriver à construire des machines qui résistent aux tempêtes, qui résistent à la corrosion, qui résistent à l'encroûtement. Donc là aussi des développements de la recherche à prévoir dans les années à venir et des freins pour le développement de ces technologies-là. Des enjeux sociétaux, au-delà évidemment de la nuisance visuelle, c'est la question de la planification des usages. Comme je le disais, aujourd'hui l'usage marin est énormément utilisé par différentes activités économiques et qu'il va falloir partager l'espace. Les potentiels que je vous donnais sont très grands, mais aujourd'hui, il faut les corréler avec ce partage de l'usage. Et évidemment, la nécessité de développer un cadre réglementaire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il est difficile aujourd'hui de développer ces projets-là à grande échelle du fait d'une réglementation un peu complexe, notamment en France, qui freine le développement de ces technologies. Et évidemment aussi un travail à faire sur la connaissance scientifique et des impacts environnementaux de ces technologies et notamment de leur déploiement à grande échelle, donc conséquences sur le milieu marin. Et je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.